Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans ma Ciné Critique, je poursuis mon avancée dans la saga James Bond avec ici le 8e volet, sorti en 1973, Vivre et laisser mourir, ou en version originale, Live and Let Die. Et oui, vous connaissez ce morceau de Paul McCartney, l'un des meilleurs génériques aussi, l'un des meilleurs thèmes, mais le générique est vraiment exceptionnel aussi. Donc de cette large série de films que je continue à découvrir vraiment, parce que ouais, bon, hein, la chanson, certes, ça fait un petit moment que je l'écoute, mais non, à minima, je ne l'ai pas vu en entier. J'ai peut-être vu quelques extraits ou le début à la télé de cette première occurrence avec Roger Moore, qui remplace Sean Connery. Voilà, Roger Moore qui avait failli d'ailleurs prendre ce rôle avant, c'est George Lazenby, parce qu'il était occupé dans la série The Saint, je crois à l'époque, Amicalement Vôtre, tout ça. À la réalisation, on retrouve d'ailleurs Guy Hamilton, qui avait fait 3 avant, il me semble. Hein. Et autour de Roger Moore ici, alors, il y en a qui reviennent, hein, actrices-acteurs, toujours les mêmes, hein, j'ai envie de dire, à savoir Lois Maxwell dans le rôle de Miss Moneypenny vite fait au début, idem pour Bernard Lee dans cette prestation iconique de M. Mais autour de Roger Moore ici, nous avons... alors intéressant, parce que c'est peut-être l'un de ses premiers rôles au cinéma, et elle s'est fait connaître ainsi, Jane Seymour, bien avant, presque 20 ans il me semble, hein, avant la série Dr. Queen, femme médecin. Je me rends compte que j'ai laissé la porte ouverte derrière, ça me perturbe un peu, mais c'est pas grave, on change un peu le décor ainsi. Et le rôle principal du méchant est joué par, Yaphet Kotto, qui lui a eu aussi de très belles carrières, Alien hein, notamment. C'est un de ses premiers rôles importants, j'ai envie de dire, du moins d'envergure. Monsieur qui a aussi, je pense, eu quelques rôles dans la Blaxploitation à la mode dans les années 70. On est dans les années 70, c'est un film qu'on peut donc associer ainsi à la Blaxploitation avec des acteurs qu'on a pu voir peut-être aussi dans d'autres films, notamment Shaft, je crois qu'il y en a un, mais je sais plus lequel, est-ce que c'est Julius Harris, celui qui joue, on va dire, le capitaine Crochet, bras droit peut-être. Il y a Geoffrey Holder aussi, qui est trinidadien, et qui joue le Baron Samedi, oui, parce qu'on est vraiment dans le folklore, hein, mais ça, on y reviendra sur ce point. David Hedison, qui joue Felix Leiter, vous savez, cet agent de la CIA, ami de James Bond, qui va toujours changer de tête. Il y a aussi Gloria Henry, la première James Bond girl du film, qui elle aussi a eu des rôles, je pense, dans la Blaxploitation. Bref, film assez étonnant, qui d'ailleurs, de base, j'ai un peu l'impression que visuellement revient au premier James Bond, donnant, on va dire, une part belle à l'action pure, à l'humour aussi, toujours. Mais c'est moins, on va dire, fouillis et travaillé visuellement que certains précédents, même si certains de ceux-ci pouvaient se perdre aussi. Il y a le flegme britannique de Roger Moore, qui colle très très bien par rapport à ces petits moments là de punchline verbale très intéressante. Et ce côté un peu décalé et détaché des choses. Et on va le suivre donc amené à enquêter sur la mort mystérieuse, enfin soudaine surtout, d'agents britanniques du MI6 qui sont assassinés à 24 heures d'intervalle dans 3 endroits différents. À New York, à l'ONU, on voit une sorte d'infrason dans les oreilles, bizarre là. En Louisiane, après une cérémonie de parade funéraire qui se transforme en joie, c'est vraiment le folklore local de partout. Hein. Et aux Antilles, donc sur l'île de San Monique. Alors là, c'est l'ultime folklore local, puisqu'on est vraiment face à un rituel vaudou, avec un serpent. D'ailleurs, cette scène-là reviendra plus tard, comme la montre magnétique qui nous est présentée au début, évidemment parmi les gadgets, il y en a pas mal, de James Bond. Bon, même si on ne voit pas Q, on en entend juste parler. Et derrière, il va forcément aller sur place, alors d'abord à New York, Harlem évidemment, puisqu'on est vraiment dans des clichés de la Blaxploitation au départ, les films des années 70, un peu urbains comme ça. Après, donc, on va aller sur l'île de San Monique, on va aller en Louisiane, bon, et évidemment, il va se passer beaucoup de choses face à ce dictateur de l'île de San Monique, le docteur Kananga, qui se méfie des États-Unis. Alors oui, c'est un film britannique, hein, américain, James Bond britannique, adapté d'un roman de Ian Fleming, toujours la même chose, et très américain quand même. Hein. Vraiment, on est vraiment sur le côté états-uno-centré quelque part de l'action et de l'intrigue, même si finalement des Américains n'en voient que peu, très peu, en soi.
Et alors c'est sympathique, mais oh, j'aime pas cette expression, c'est galvaudé, je le répète souvent, enfin je l'ai souvent dit par le passé, mais là quand même peut-être qu'on peut le dire indirectement, ça a un peu mal vieilli hein, sur certaines choses. Parce que la représentation donc de la culture noire au sens large se fait fatalement par des clichés que les gens avaient à l'époque. Alors c'est pour l'intrigue, côté vaudou, tout ça. Côté mystique, un peu bizarre. Bon, évidemment, ça cache surtout un domaine de la peur pour pouvoir faire les méfaits, hein, le dictateur et tout, autour de la drogue. Il n'y a pas que le baron Samni, il y a le baron de la drogue aussi, hein, du coup, dans le film. Mais oui, il y a toute cette idée-là, ça fait couleur locale au pluriel, hein, entre Harlem, la Louisiane et San Monique, avec ce restaurant-là, le Filet of Soul, qui est à la fois à Harlem et en Louisiane. T'as un peu l'impression de répétition et donc de motifs qui sont voilà, en écho, et comme si on ne pouvait pas représenter la communauté noire ou noire africaine ou noire antillaise autrement. Mais bon, c'est cette époque-là. Il paraît que le bouquin dans les années 50 c'était un peu plus compliqué encore. Bon, avec des termes voilà, forcément, qui ne sont plus utilisés, qui étaient même plus utilisés dans les années 70, je pense. Mais derrière, bon, bah, c'est très léger, évidemment. Alors là, scénario, on s'en fiche, hein, on va dire. Il y a des petits trucs qui font qu'il y a des creux dans le film. Mais il y a des moments d'action. Voilà, c'est là où peut-être on revient un peu dans cette base-là de James Bond. Alors je suis pas ultra fanatique, mais j'ai passé quelques bons moments sporadiques ainsi, puisque ça fait la part belle à quelques poursuites, et une scène à l'aéroport avec un avion qui perd ses ailes, avec une pilote élève qui ne s'attendait surtout pas à ça comme leçon. Il y a évidemment le grand moment du film, alors, je ne peux pas faire de zone spoiler, je reste vague ici, c'est pas très important, hein, avec la poursuite en hors-bord et voiture à la fois, où on fait intervenir un personnage improbable, le shérif très sudiste, très sudiste, on sous-entend des choses, qui est joué par Clifton James, que j'avais vu dans la poursuite infernale, impitoyable, pardon, The Chase, Arthur Penn. On se mélange les titres français pourris de ces films américains, hein, forcément tout le temps. Mais bon, là, il est dans un rôle très très bizarre. Enfin, il y a le bagou sudiste là, mais bon, voilà. C'est un peu redneck. Mais c'est très drôle. Du coup, c'est un peu Screwball détourné en dérision, et c'est amusant. Avec le hors-bord qui passe par-dessus la route, tout ça. Etc. Donc c'est fun. Elle dure longtemps, la scène avec le hors-bord, tout ça, mais au moins, on en prend plein les yeux et on est content de voir ça. Pareil avec l'avion, bon, c'est un peu bizarre et tout. Bon, évidemment, après, il y a ces moments avec des animaux, hein, le requin, tiens, un requin qui revient, il y a des alligators et ou crocodiles, faites ce que vous voulez avec ça. Mais James va toujours s'en sortir. Et les serpents, oh là là, les serpents, mon Dieu. Y compris dans la chambre d'hôtel, heureusement qu'il a son lance-flamme après rasage, évidemment, hein, les fameux petits gadgets. Et évidemment, James Bond avec les femmes. Alors avec Roger Moore, ça semble un peu plus amplifié. Il y en a même une qui prend les devants, hein, la fameuse agent double du CIA, là, Rosie au début, qui se fait appeler Mrs. Bond, qui tente de résister, mais très vite elle va pas résister, pas qu'à cause de la peur des symboles vaudous qui sont là, ou ici, ou des serpents. Et puis bien évidemment, alors Solitaire, ce personnage joué par Jane Seymour est intéressant, mais pas approfondi. Cette idée qu'elle aurait des dons de voyance, parce qu'il y a du mysticisme vraiment voulu hein, dans le film, et que elle tire les cartes de tarot, et à un moment elle va tirer de Lovers avec James, donc vous pouvez imaginer, alors qu'on pourrait s'attendre qu'elle tire la mort au moment où il va peut-être se faire tuer. Pas du tout. Et derrière forcément elle est là, elle hésite, parce qu'elle est sous le joug du docteur Kananga, donc le dictateur, qui se sert d'elle et de ses dons. Mais derrière, une fois qu'elle va consommer avec James, ça va être compliqué, pour plein de raisons. Et derrière, le danger va être pour les deux, il faut sauver, truc, machin. Évidemment, vous connaissez la chanson. Et puis quelques moments, donc, où on est dans le nez du vaudou. Alors, c'est pas Haïti, hein, évidemment, là, mais quelques rituels assez étonnants, pourquoi pas. Documentés, si vous voulez, mais c'est plus le folklore carnavalesque que je trouve le côté un peu peur. Et ce baron Samedi assez étonnant. Un moment qui apparaît, qui va se faire tuer, mais c'est une statue, et qui revient. J'aime bien cette idée. Alors, c'est la magie, vous voyez, c'est très très magie. On s'est assumé presque jusqu'au bout, mais on est un peu, on sort de la diégèse sur le dernier moment du film, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pourquoi pas. Non, c'est sympathique. C'est sympathique et on voit que Roger Moore s'en sort bien, un peu plus quand même. Alors, ce premier rôle-là, un peu plus peut-être timoré par moment que Sean Connery, mais il a ce décalage encore plus, je trouve. Mais il a la gueule de l'emploi et voilà, les petites scènes d'à côté où
Bon, bah c'est James Bond, quoi. Et c'est vrai qu'il va avoir son succès aussi, même si je pense... Je sais pas si les fans préfèrent ceux de Sean Connery, probablement, moi je suis un peu encore en train de découvrir les choses. Je sais pas du coup si consciemment j'en ai vu un en entier avec Roger Moore, c'est pas celui-ci, mais je verrai ça plus tard. Donc c'est sympathique, évidemment, je terminerai avec la musique aussi, parce que il y a des petits moments, oui, donc de carnaval local, si vous voulez. Il y a une reprise de Live and Let Die par une chanteuse, là, dans un des restaurants, qui est très intéressante. Elle tourne un peu vers le funk, là, la chanson, à un moment, c'est cool. Je l'ai écoutée à part, c'est vraiment bien. Donc on tente un peu des choses. Cliché, un petit clin d'œil, pardon, méta au film, parce que James Bond, il regarde la chanteuse chanter ça, il dit mais tu chantes la chanson du film dans lequel je suis en train de jouer. C'est très drôle. Et bien sûr, alors des thèmes qui sont en rapport avec la composition de Paul McCartney, qui sont mis en musique par George Martin. C'est pas John Barry, mais ça fonctionne très très bien, avec ce côté un peu qui tourne à des thèmes des années 70, américaines, blaxploitation, mais pas que. Donc on est vraiment rentré là. On voit les influences de ces films qui commencent à monter. Et c'est pour ça que c'est un film très à l'américaine. On veut faire un public international, et c'est ce qui cartonne à l'époque. C'est une petite mutation. Je ne sais pas si ceux d'après poursuivront cette idée-là. Mais ça, vous me le direz en commentaire et je les verrai moi-même, probablement. Donc, ma foi, ça se laisse regarder. Live and Let Die, vivre et laisser mourir, avec évidemment la parcimonie de la réflexion de certaines choses, de certaines représentations. Mais voilà, hein, c'est un peu ce folklore d'époque. Mais on est dans ce côté, alors, utilisation de la blaxploitation. Mais bon, là, on n'a pas des héros afro-américains ou afro-antillais, etc. Pas du tout. C'est plus des méchants, enfin c'est tous des personnages un peu négatifs quand même. Mais bon, on essaye de faire un florilège qui va forcément tourner vers le cliché et les stéréotypes, vu surtout le contexte de l'intrigue. Voilà. Mais bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de sa musique, de ses prestations, de ces moments un peu mystérieux ou non, d'une certaine manière. On essaye de laisser un peu de suspension d'incrédulité et d'incrédibilité aussi par moment, j'ai envie de dire, sur certaines petites situations. Mais c'est à vous la parole. Voilà, je fais cette vidéo, alors je suis assez fatigué, mais je suis content du coup quand même de l'avoir découvert un peu détendu, ce film-là, quand bien même il ne restera pas dans le panthéon de mes découvertes 2026. Allez, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao.